Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Cet épisode est rendu possible par le laboratoire CCD, présent aux côtés des femmes ayant un SOPK grâce à Zitolia, sa denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, spécifiquement formulée pour les besoins nutritionnels des femmes atteintes de SOPK. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de cette saison 4 de notre podcast Chronique. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK. Pour nous éclairer sur ce sujet complexe, nous avons le privilège d'accueillir le docteur Jean-Marc Levaillant, gynécologue, obstétricien et échographiste qui exerce au sein du service de procréation médicalement assistée ou PMA de Créteil. Le docteur Levaillant va nous expliquer ce qu'est le SOPK, un syndrome qui touche 15% des femmes à travers le monde. Il s'agit de la cause la plus fréquente de troubles endocriniens, de troubles du cycle menstruel, d'excès de pilosité et d'infertilité féminine. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, le SOPK n'implique pas la présence de kystes, mais bien un excès de follicules ovariens en croissance dans les ovaires. Nous apprendrons qu'il ne s'agit pas d'un syndrome unique, mais de plusieurs syndromes aux manifestations variées, incluant des troubles menstruels pouvant aller jusqu'à l'absence totale de règles, l'hirsutisme, l'acné sévère et la présence de multiples follicules au sein de l'ovaire. Le SOPK peut également être associé à des syndromes métaboliques tels que le diabète et l'obésité. Au cours de cet épisode, nous explorerons les différentes méthodes de diagnostic, y compris l'échographie pour le comptage des follicules et les bilans hormonaux pour exclure d'autres pathologies. Le docteur Levaillant nous présentera également les principales options de traitement disponibles, allant de la contraception à une hygiène de vie adaptée et en passant par l'activité physique, la nutrition et l'accompagnement global des patientes. Restez avec nous pour une discussion riche et informative sur la prise en charge et les traitements du SOPK. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour docteur Levaillant. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Chronique de Mapato. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Avec plaisir, je suis le docteur Jean-Marc Levaillant, je suis gynécologue, obstétricien et échographiste et je travaille dans le service de PMA du Centre hospitalier intercommunal de Créteil, dans le Val-de-Marne, où je fais surtout des échographies pour la fécondation in vitro et pour les bilans d'infertilité. Je travaille également à l'université de l'UPEC, c'est-à-dire Paris 12, où j'enseigne l'échographie dans le cadre d'un diplôme universitaire d'échographie de l'infertilité et de l'endométriose. Très clair. Aujourd'hui, on va parler du SOPK et de sa prise en charge. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques ? Oui, c'est une excellente question parce que c'est une question très complexe. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est quoi ? Eh bien, c'est une pathologie qui est plutôt syndromique. C'est pas une maladie isolée comme cela. C'est un syndrome beaucoup plus complexe. Ce qu'il faut dire au préalable, c'est que c'est très fréquent. C'est 15% des femmes dans le monde, il faut pas l'ignorer. C'est la cause la plus fréquente des maladies endocriniennes, donc de tout ce qui est glandes qui sécrètent des hormones, la cause la plus fréquente des troubles du cycle menstruel, en particulier chez la jeune fille, et la cause la plus fréquente de l'excès de pilosité. Et puis, quand on avance un peu dans l'âge, c'est aussi une cause fréquente d'infertilité féminine. Mais je rassure tout de suite nos auditrices et nos auditeurs, on peut très bien avoir un syndrome des ovaires polykystiques et bien sûr être fertile. Alors c'est quoi ? Eh bien, c'est un excès de follicules ovariens en croissance dans les deux ovaires. Vous savez que les ovaires fabriquent des follicules pour déterminer l'ovulation
eh bien, ces follicules peuvent être sécrétés en abondance. Et les anciens, puisque la description princeps date de 1935, il y a presque un siècle, ont parlé de kyste. Et nous avons gardé bêtement ce terme de kyste. Il faut vraiment que tout le monde soit assuré qu'il ne s'agit pas du tout de kyste de l'ovaire, mais simplement d'un excès de follicules ovariens. Cette maladie est d'origine pas complètement élucidée, si on peut dire, et elle implique non seulement l'ovaire, comme ça avait été décrit par nos anciens, mais également l'hypophyse, la petite glande que nous avons dans le cerveau, avec un espèce de cycle infernal d'excès de l'hormone qu'on appelle la LH, qui est une hormone qui est sécrétée par l'hypophyse, qui va elle-même entraîner un excès d'androgènes. Donc les androgènes, c'est les hormones masculines. Et puis, ces excès de follicules vont entraîner un excès d'AMH, qui est en fait simplement l'hormone qui est sécrétée par la granulosa, c'est-à-dire le tissu des follicules. Et ça va donc bloquer, cet excès va bloquer par une espèce de contrôle, de rétrocontrôle, le phénomène de blocage de la croissance des follicules. Donc ça va bloquer la croissance par cet excès d'AMH qui est lui-même lié à l'excès de follicules. Ce que je voulais dire également, c'est que quand on parle de syndrome des ovaires polykystiques, pour terminer de répondre à votre question, c'est qu'on ne peut pas parler d'un seul syndrome, mais de plusieurs syndromes. Dans la moitié des cas, tous les critères que l'on définit comme des critères, les critères qui peuvent donner le SOPK, c'est-à-dire les cycles longs, même une absence de règles, l'hirsutisme, ça c'est l'hyperpilosité, les ovaires plus gros que nature, plus gros que d'habitude, mais sans kyste, et puis plus ou moins l'obésité. Donc, en fait, tous ces signes-là ne se retrouvent pas dans un seul syndrome, mais dans cette famille de syndromes des ovaires polykystiques où nous allons pouvoir retrouver dans la moitié des cas tous les critères du syndrome des ovaires polykystiques, les cycles longs, l'hirsutisme, les gros ovaires. Et puis, dans 50% des autres cas, ça va se répartir tranquillement entre des syndromes d'ovaires polykystiques sans hyperandrogénie, c'est-à-dire que la jeune patiente n'aura pas d'hyperpilosité, et puis des syndromes d'ovaires polykystiques sans anomalie du cycle, c'est-à-dire qu'elle ovulera correctement. Très clair. Tout à l'heure, justement, vous parliez un peu des différentes hormones, notamment de la LH et de l'AMH. Je sais que parfois, on entend aussi parler de la FSH. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est? Oui, et c'est très important d'en parler 2 minutes, parce que ça se voit beaucoup dans les comptes rendus de biologie, cette LH et cette FSH. Et en fait, la LH, c'est l'hormone de la lutéinisation, c'est-à-dire celle qui va permettre l'ovulation. Et puis la FSH, c'est celle qui va stimuler la croissance des follicules, la fabrication des follicules. Ces deux hormones étant fabriquées par l'hypophyse et vont agir directement sur l'ovaire. Et il va y avoir un espèce de discours, une conversation entre l'ovaire et l'hypophyse, chez l'homme et chez la femme, qui va faire que plus on va sécréter d'hormones hypophysaires, plus l'ovaire va sécréter de follicules, mais s'il en sécrète trop, à ce moment-là, il va y avoir un rétrocontrôle et ça va freiner la sécrétion de l'hypophyse. C'est un peu du genre communication comme ça en permanence. L'hypophyse dit à l'ovaire, sécrète, et l'ovaire lui dit, maintenant arrête de sécréter, j'ai fait mon lot de follicules. Ensuite, vous en avez un peu parlé tout à l'heure justement des symptômes du SOPK, mais est-ce que peut-être on peut faire un petit focus dessus? On sait que justement il y a de l'hyperpilosité, il y a également des cycles irréguliers. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes courants au SOPK? Oui, bien sûr. Il y a d'autres syndromes courants. On a parlé déjà
de l'oligo-anovulation, de ces troubles du cycle, qui sont des troubles communs à beaucoup de jeunes femmes. C'est les cycles longs de 35 à 45 jours. Beaucoup de jeunes filles ont des cycles longs et non pas de SOPK, mais ça fait partie des signes, des critères diagnostiques du SOPK et du consensus en particulier de Rotterdam qui date d'il y a une vingtaine d'années. Donc ça peut aller jusqu'à l'absence de règles. Alors ça, c'est le premier signe pour lequel les jeunes filles viennent consulter. Le deuxième signe, qui est également un signe qui les dérange, c'est l'hirsutisme ou l'acné sévère, et qui est lié à un excès, comme je vous disais tout à l'heure, de testostérone totale, la testostérone libre qui circule dans le sang de la jeune femme. Et puis il y a cet aspect multifolliculaire de l'ovaire. Vous voyez, j'utilise maintenant le terme non pas d'ovaire polykystique, mais je vais utiliser tout au long de notre conversation le terme de multifolliculaire, car je voudrais vraiment que les jeunes femmes qui nous écoutent soient persuadées que ce ne sont pas des kystes, mais ce sont une abondance de follicules. Ce qui est important, donc, pour faire un petit peu la synthèse de ce qu'on vient de dire sur les phénotypes, c'est-à-dire les caractéristiques cliniques de ce syndrome d'ovaire polykystique que j'aimerais mieux appeler syndrome d'ovaire multifolliculaire, mais il y a 4 types. Pour résumer ça, il y a 4 types de phénotypes, c'est-à-dire d'aspects cliniques et disons syndromiques. Il y a d'abord les patientes qui sont anovulatoires, donc qui n'ont pas d'ovulation, qui ont des problèmes d'hyperandrogénie, et je voudrais revenir là-dessus après, parce que c'est un peu différent de l'hirsutisme, et puis des syndromes donc d'ovaires multifolliculaires, et on reviendra sur la définition des ovaires multifolliculaires. Puis il y a la deuxième catégorie des patientes qui sont elles également en anovulation, qui ont une hyperandrogénie, mais qui ont aucun problème d'ovaire. Le quatrième groupe, si on peut dire, ce sont des femmes qui n'ont pas d'anovulation, c'est-à-dire qu'elles ovulent correctement, mais elles sont hyperandrogéniques et elles ont des ovaires multifolliculaires. Enfin, il y a un quatrième groupe, qui est un groupe des femmes anovulatoires aussi, qui ont des ovaires multifolliculaires qui inhibent eux-mêmes leur propre ovulation, mais qui ne sont pas hyperandrogéniques. Vous voyez, ça, c'est un syndrome qui revêt vraiment des tableaux très très variés. Ouais, et du coup, c'est pour ça qu'il est aussi difficile à diagnostiquer? Oui, il est difficile à diagnostiquer. On reviendra sur le côté de l'échographie tout à l'heure, mais auparavant, je voudrais faire comprendre que ce syndrome, bien que fréquent, ne doit être qu'un syndrome de diagnostic d'élimination. C'est-à-dire que la responsabilité du médecin ou de la sage-femme qui va commencer le dépistage est très importante, cette responsabilité, car on ne peut pas classer trop vite une jeune femme en porteuse d'un syndrome d'ovaire polykystique sans avoir éliminé des pathologies beaucoup plus sévères, beaucoup plus graves que ce syndrome, qui sont l'hyperprolactinémie, qui sont parfois liées à un adénome hypophysaire, un bloc en 21 hydroxylase, qui sont des problèmes surrénaliens, ainsi que le syndrome de Cushing ou la maladie de Cushing, qui est un tableau clinique qui est secondaire à l'excès de corticostéroïdes et qui vont donner là aussi des symptômes d'aménorrhée dans l'hyperprolactinémie et des syndromes de pathologie surrénalienne, des signes de pathologie surrénalienne comme l'hyperpilosité, l'obésité, etc. Donc vraiment, il faut bien comprendre que la responsabilité du médecin est très engagée là-dedans. Avant de dire, Madame, vous avez un syndrome des ovaires polykystiques, il faut absolument éliminer une maladie plus sévère. Mais il faut aussi également aller très vite parce que plus on diagnostique rapidement ce syndrome des ovaires polykystiques, plus le parcours diagnostic de la patiente est court, plus le traitement sera facile à instituer. Alors, je voulais ajouter quelque chose sur ce syndrome
et sur l'importance de bien diagnostiquer, c'est il est à l'origine et il peut être responsable d'un syndrome métabolique. Et ça, il faut bien comprendre que le syndrome des ovaires polykystiques, oui, c'est un problème d'ovaires, c'est un problème d'hyperpilosité, etc. Mais il peut y avoir également un diabète avec ou pas une obésité, et que ce diabète, lié à une résistance à l'insuline, hein, tout le monde connaît l'insuline qui est naturellement sécrétée par l'organisme, par le pancréas, et cet excès d'insuline à cause de cette insulino-résistance va être un facteur aggravant du syndrome des ovaires polykystiques, parce que ça va amplifier l'excès d'androgène. Et là, il y a 2 cas. On voit des femmes qui sont obèses avec un syndrome des ovaires polykystiques, et ça signifie qu'elles ont un pourcentage d'insulino-résistance très important, à peu près 60%. De ces patientes ont un syndrome d'insulino-résistance. Et puis, il y a le morphotype un peu androïde de la femme mince, où là aussi, il y a 30% d'insulino-résistance. Et c'est embêtant parce qu'il y a un risque évidemment plus élevé de diabète, même chez ces patientes minces, d'hypertension artérielle, d'excès de cholestérol, donc un problème de maladie cardiovasculaire. Alors, si on reprend un tout petit peu l'histoire naturelle, et on abordera ensuite les processus de diagnostic, mais si on reprend un peu l'histoire naturelle du syndrome des ovaires polykystiques pour prévenir nos auditrices et nos auditeurs, c'est que si on fait un schéma par rapport à l'âge, à 15 ans, ce qui va gêner cette jeune fille, qui va faire que sa maman va l'emmener chez le gynécologue, c'est l'hyperandrogénie clinique, les irrégularités menstruelles. Et puis, ce qui peut la gêner à 25-30 ans, et ce qui va être un facteur de consultation, et nous en avons dans notre service, c'est l'infécondité. C'est l'infécondité, mais je vous répète encore, beaucoup de patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques ne sont pas infécondes, bien entendu. Et puis, c'est l'hyperandrogénie qui va les gêner dans leur vie de tous les jours. Si on continue dans l'échelle de l'âge, à 45 ans, c'est toujours le gynécologue qui recevra ces patientes, mais là, il faut faire très attention. 45 ans, on peut être en présence d'une patiente qui a des ovaires polykystiques également, avec des signes d'hyperandrogénie. Et puis après la ménopause, il faut pas laisser tomber. Et il faut pas laisser tomber, c'est le gynécologue bien sûr qui les recevra, mais également le cardiologue et le diabétologue, car sur des syndromes d'ovaires polykystiques mal suivis au départ, on peut voir apparaître, comme je vous le disais il y a peu de temps, des problèmes cardiologiques, donc c'est le cardiologue, ou des problèmes de diabète, et c'est l'endocrinologue. C'est dire combien ce syndrome doit être dépisté précocement pour, encore une fois, j'insiste, pour éviter la mise en place chez une jeune patiente de dérèglements qui sont tout à fait satellites à tout ça. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que en fonction de l'âge, les motifs en fait de consultation peuvent être différents, mais c'est vrai que ça peut être une question qui peut revenir, c'est est-ce qu'au moment de la ménopause, est-ce qu'on a toujours des symptômes de SOPK? Non, non, il y a plus de symptômes de SOPK, mais encore une fois, effectivement, il peut y avoir des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de diabète. Il y a une sensibilité plus importante, donc on a vu, à l'insulinorésistance. Donc c'est vrai que c'est des patientes qui doivent être suivies sans angoisse, c'est pas un code rouge des urgences. C'est juste, voilà, on fait un bilan de temps en temps qui consiste à aller voir son médecin généraliste, la sage-femme, le gynécologue pour avoir un bilan clinique et biologique. Super. Du coup, on va aborder, la deuxième partie sur le processus de diagnostic. Donc c'est vrai que tout à l'heure, vous avez abordé le consensus de Rotterdam. Donc peut-être qu'on peut aborder justement les critères de diagnostic du SOPK? Alors on a vu déjà les critères diagnostiques qui étaient que je vous ai détaillés tout à l'heure, qui sont évidemment les problèmes de dysovulation, d'anovulation, les problèmes d'hyperandrogénie, les problèmes d'infertilité, d'obésité plus ou moins, etc. Mais les critères de Rotterdam
inclut également l'échographie. Et je vous parlerai un tout petit peu de la biologie après. Mais l'échographie est importante. On va y consacrer quelques minutes. Pourquoi ? Parce que c'est l'examen le plus courant et le plus banal qu'on demande chez une jeune patiente qui a pas ses règles, qui a des difficultés de cycle, qui a des douleurs pelviennes, n'importe quoi, ou des saignements incongrus au cours du cycle. On va demander une échographie. Et là, c'est là où ça se corse, parce que le volume ovarien et le nombre des follicules va déterminer un des critères de Rotterdam. Donc retenez ceci, l'échographie va permettre de compter le nombre de follicules. En 2004, on va faire un tout petit peu d'histoire, les critères de Rotterdam disaient que si au moins un ovaire avait plus de 12 follicules inférieurs à 10 mm, on était devant une suspicion d'ovaire polycystique. Depuis, on a beaucoup évolué grâce à la précision du matériel échographique. Maintenant, nous avons des sondes vaginales à très haute fréquence, donc on travaille souvent par sonde vaginale. Chez la jeune fille, on travaille par voie abdominale sur une vessie pleine, mais là aussi, les sondes ont beaucoup évolué et on voit très bien les follicules. Donc, vous voyez, les derniers critères, finalement, c'était les critères de l'ECHRE, c'est-à-dire de la Société européenne d'infertilité. Et là, on est arrivé à dire qu'on pouvait donner comme critère échographique pour parler du syndrome des ovaires polykystiques d'au moins un ovaire avec plus de 20 follicules qui étaient tous inférieurs à 10 mm. Ça, c'est important. Et ça date de 1934. Déjà, en 1934, ils disaient, attention, il n'y a pas de macrokyste. Ils parlaient de kyste. Et puis, il y a un autre critère de mesure, donc ça, c'est toujours de la biométrie, c'est un ovaire supérieur à 10 millilitres. Alors, comment on fait maintenant pour mesurer tout ça ? Eh bien, on le mesure, en fait, avec des systèmes maintenant de calcul qui sont intégrés dans les échographes. Alors, il y a encore des médecins classiques qui font le calcul de l'ellipse avec la longueur, la largeur, l'épaisseur, avec un facteur de 0,5. Maintenant, il y a des systèmes logiciels qui nous permettent d'avoir en 15 secondes le nombre de follicules et le volume. Je ne vais pas détailler ces systèmes, mais en tout cas, ils sont dans le commerce sur quasiment toutes les machines, ce qui nous permet d'avoir très rapidement le nombre de ces follicules sécrétés par l'ovaire à un instant T. C'est-à-dire, en général, on fait l'échographie après les règles, parce que pendant les règles, c'est un peu désobligeant de faire une échographie. L'appareil génital est sensible, la patiente saigne, et ça ne sert à rien de le faire pendant les règles. On est aussi bien au 10e ou 12e jour du cycle. Et puis, ça nous permet donc de bien individualiser les deux ovaires sans douleur. Voilà. Maintenant, je voudrais quand même vous donner des exemples du nombre de follicules normaux. C'est ce que j'allais vous poser. Je pense que de nombreuses auditrices ont dû avoir l'expérience de comptes rendus qui se terminent par une conclusion un peu bizarre qui dit c'est pas des ovaires polykystiques, mais ça pourrait donner quand même l'image d'un ovaire polykystique compte tenu de 22 follicules sur l'ovaire gauche. Il faut être extrêmement, nous les échographistes, nous devons être extrêmement soft dans ce qu'on raconte. Et pour donner des exemples très concrets à nos auditrices, je vais vous donner 2 exemples. L'exemple de la femme de 29 ans, eh bien, effectivement, si on regarde le nombre de follicules du 50e percentile de la population générale, c'est-à-dire vraiment 50% de la population, on est à 20 follicules. Si on regarde le 90e percentile, c'est-à-dire vraiment, là, on est dans la population normale encore, on est à 50 follicules. Donc, on est à 50 follicules, le 90e percentile, à 29 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, on va se méfier d'un syndrome des ovaires polykystiques,
Mais on va juste noter dans la conclusion que l'ovaire gauche, par exemple, est porteur de 49 follicules, et l'ovaire droit est porteur de 20 follicules. Point, c'est tout. C'est le rôle de l'imageur de compter les follicules, de donner des mesures précises et de laisser au clinicien, c'est-à-dire celui qui a prescrit l'examen et qui va recevoir la patiente, le soin de faire la synthèse entre l'échographie, la biologie, qu'on va voir après, et les signes cliniques que en échographie, nous n'avons pas le temps de détailler. Un deuxième exemple, la patiente, c'était un exemple courant, 34 ans, j'ai pas d'enfant, ça fait 2 ans qu'on essaye, voilà. Et l'échographie décrit les follicules. 50e percentile, donc 50% de la population, à 34 ans, 18 follicules. 30 follicules pour le 90e percentile. Donc, vous voyez, il y a pas une très grosse baisse folliculaire entre 29 et 34 ans, donc il n'y a pas non plus à s'inquiéter là-dessus. Très bien. Ça permet quand même d'avoir un peu les chiffres en tête pour pouvoir se positionner. Oui, c'est des chiffres très simples, mais qui permettent, oui, effectivement, de remettre les choses à leur place, et surtout pour dire que l'échographiste, et ça c'est un message pour mes collègues, l'échographiste doit rester factuel, c'est-à-dire on décrit le nombre de follicules sur chaque ovaire. On fait pas des textes du genre compte tenu de l'existence de troubles du cycle, d'une hyperandrogénie clinique associée à l'aspect de l'ovaire, on peut s'orienter vers un ovaire polykystique. C'est pas le boulot de l'imageur. L'imageur, je répète encore, il doit dire ovaire gauche 18 follicules, ovaire droit 3 follicules, endomètre comme ci, comme ça, etc. Point barre. Parce que le poids de l'impact psychologique en échographie est terrible. On ne fait pas on fait pas de la médecine sur un écran. On fait de la médecine face à la patiente et avec la patiente. C'est important de le dire et de le rappeler. Merci. On peut maintenant peut-être aborder justement les types d'examens, parce que tout à l'heure, vous parliez de l'échographie, mais il y a un bilan hormonal, si je me trompe pas. Peut-être en parler. Oui, bien sûr. Il y a un bilan hormonal. Il y a un bilan hormonal qui est très important, d'exclusion des autres pathologies surtout. C'est ça qui est important. Alors, on a parlé tout à l'heure de la FSH, de la LH. On n'a pas parlé de l'ostradiol, donc on va en parler. La FSH et la LH, je vous le rappelle, ce sont les hormones luteinizing hormone, follicular stimulating hormone. Ce sont les hormones qui sont des hormones de l'hypophyse, la petite glande qu'on a dans le cerveau. L'ostradiol, c'est l'hormone qui est sécrétée par les follicules. Et ces hormones sont des reflets de la sécrétion, évidemment, de l'ovaire. Classiquement, on peut dire qu'il y a un rapport FSH-LH inférieur à 1. Ça, c'est classique. Donc, ces hormones-là, on va les doser en début de cycle. En début de cycle, on va les doser. Et puis, on va doser également, il faut éliminer, on a dit tout à l'heure, une hyperprolactinémie liée à un adénome hypophysaire, par exemple. C'est-à-dire une petite tumeur bénigne de la glande qu'on a dans le cerveau. Donc, on va tout simplement doser la prolactine pour être sûr qu'elle n'est pas trop élevée. Et puis, quel que soit l'aspect clinique de la jeune femme, elle a des poils, pas des poils, etc., on va chercher une hyperandrogénie biologique, c'est-à-dire qu'on va doser la testostérone totale dans le sang. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de ces différentes prises de sang, mais c'est vrai que pour la prolactine, le laboratoire indiquera à la jeune femme comment se reposer avant, etc. Enfin, il y a un protocole à respecter pour pas que la prolactine soit trop élevée faussement. Et pour la testostérone totale, exactement, c'est la même chose. Enfin, on avait parlé tout à l'heure des pathologies de la surrénale. La surrénale, je vous rappelle que c'est une glande qui est juste au-dessus du rein, qu'on voit très bien en échographie également. Et ces pathologies de la surrénale, qui peuvent être congénitales ou acquises, on va doser ce qu'on appelle la 17-hydroxyprogestérone. Ça va éliminer un bloc, ce qu'on appelle le bloc surrénalien, qui est une maladie qu'il faut pas laisser passer parce que ça soigne très bien, mais que plus on attend, plus on va traiter cette jeune femme comme un syndrome des ovaires polykystiques alors qu'elle a une pathologie plus grave, plus on attend, plus ce sera dur à traiter.
Alors on a évidemment des critères, là aussi des critères de cut-off, hein, on sait que par exemple un bloc avec ça n'existe pas s'il est 17 hydroxyprogestérone et en dessous de 2 nanogrammes, etc. Enfin bon, après on a des paramètres qu'on connaît très bien maintenant et qui nous permettent de faire la part des choses. Tout à fait. Et justement, comment les patientes, elles peuvent se préparer à ces tests? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à savoir? Par exemple, l'échographie, justement, vous parliez de le faire peut-être, après, les règles. Est-ce qu'il y a d'autres choses à connaître? Alors oui, je viens de l'aborder un tout petit peu, mais vous avez raison, faut en reparler. Les examens spécialisés, c'est pas une prise de sang comme une numération formule sanguine, etc. Ces examens-là demandent un petit protocole en accord avec le laboratoire. Donc, quand le gynécologue va prescrire un dosage de 17 hydroxyprogestérone pour éliminer un bloc surrénal, quand il va prescrire une prolactine, etc. Après, le laboratoire, la biologiste elle-même ou le biologiste donnera les indications sur une feuille de ce qu'il faut respecter auparavant. Pour l'échographie, ça n'a pas tellement d'importance. Moi, je dis toujours à mes patientes, ne venez pas pendant les règles, parce que c'est un moment extrêmement désagréable et ça n'a aucune importance. Aucune importance parce que de toute façon, quel que soit le jour du cycle, on verra on pourra compter les follicules, que ce soit le troisième jour ou le 20e, c'est pareil. On va pouvoir compter les follicules. Si la dame vient vers le 12e jour, c'est bien parce que on verra s'il y en a un qui est ovulatoire. On verra un plus gros follicule, donc on sera content. Si la dame vient vers le 25e jour, eh ben, on sera peut-être très content de voir un corps jaune, c'est-à-dire ce qui reste après l'ovulation. Donc tout ça, c'est des renseignements intéressants. Donc il n'y a pas franchement de moment spécifique du cycle. Évitons les règles, c'est tout. Parfait. C'est bon à savoir, en tout cas. Voilà. Et puis il y a un dosage aussi où il n'y a pas non plus de préparation, c'est l'AMH. Il Oui, faut bien le préciser également, car certaines patientes pensent que l'AMH doit être faite. Il y a encore des gynécologues d'ailleurs qui le font en tout début de cycle. tout C'est à fait. totalement inutile. On a publié plusieurs fois maintenant. Alors, le service de Créteil il a publié, mais d'autres services également dans le monde, que l'AMH ne variait quasiment pas au cours du cycle et qu'on pouvait faire le taux d'AMH quel que soit le jour du cycle. OK, parfait. Alors, il n'est pas très utile ce test. D'abord, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale pour l'instant, et il n'est pas très utile dans le sens où il y a une corrélation parfaite entre le test de l'AMH et l'échographie. Et il ne va être utile que lorsque l'échographie est peu contributive. C'est-à-dire que, voilà, on est devant une petite jeune fille vierge, un peu rondelette, un peu obèse. On va commencer une échographie par voie abdominale. Et là, on est limité par la technique. Donc, on va pas bien voir le nombre de follicules sur les ovaires. Là, on est quasiment dans une mission impossible. Mais il nous le faut. Il faut absolument savoir ce qu'elle sécrète. Eh bien, on a le choix entre deux examens. Soit l'AMH, donc un test biologique qui est très fidèle au nombre de follicules, soit l'IRM. Mais personnellement, je trouve que c'est un petit peu exagéré de mettre une jeune fille de 15 ans un peu rondelette dans un tube d'IRM simplement pour compter les follicules. Je trouve ça même stupide. Donc l'AMH est parfait, bien adapté. Parfait. Moi, c'est bon, à savoir. Ouais. On va aborder donc la troisième partie sur les options de traitement, justement. Ah, Donc, quelles avec sont les plaisir. principales options de traitement pour le SOPK? Avec plaisir. Alors avant d'aborder euh, le traitement et la démarche thérapeutique qu'on va expliquer à notre patiente, on Mmh. va reprendre la démarche diagnostique. C'est toujours comme ça en médecine. Il y a une démarche diagnostique, et vous savez, si on rate un élément, un maillon de la chaîne, bah la chaîne est coupée, et c'est là que ça dérape en médecine. Donc, quelle que soit la suspicion qu'on a de SOPK, que ce soit la patiente qui a une angoisse par rapport à ça, à juste titre ou non, ou le médecin, eh bien, on va reprendre, comme vous disiez tout à l'heure, les critères de Rotterdam, et en particulier, donc, comme je vous l'ai dit, il faut au moins 2 des 3 critères
pour commencer à suspecter un OCPK. Pas pour dire, vous avez un OCPK, mais pour commencer à le suspecter. Je vous le rappelle, des problèmes de cycle, une hyperandrogénie clinique ou biologique. On peut très bien avoir des poils partout, mais on peut aussi être absolument pas d'hyperpilosité, mais avoir de l'hyperandrogénie biologique. Et puis l'aspect échographique. Voilà, au moins 2 des 3. Et là, on va se lancer dans le bilan biologique, bien sûr, comme je vous l'ai dit, puis le bilan métabolique. Et le bilan métabolique est important. Et on reviendra d'ailleurs après sur la nutrition. Et à partir de là, on fera la prise en charge thérapeutique et seulement à partir de là. Cette prise en charge thérapeutique, elle est sous-tendue par l'importance de l'hygiène de vie, et nous y reviendrons si vous voulez, si on a 1 minute là-dessus. Elle est sous-tendue par ça. On insiste beaucoup là-dessus avant de se lancer dans une démarche thérapeutique. Et cette démarche thérapeutique, elle est liée à un élément, c'est la jeune patiente veut-elle un enfant maintenant? Elle est donc dans une démarche de grossesse, ou est-ce qu'il n'y a pas de désir de grossesse? Donc là, vraiment, c'est 2 démarches thérapeutiques tout à fait différentes. Mais vous voyez, je préfère qu'on insiste un peu là-dessus pour une raison simple, c'est que j'entends trop de mes patientes qui me disent on m'a demandé si je voulais un bébé, j'ai dit non, j'ai pas envie, c'est pas maintenant, c'est pas prévu. Bon revenez quand vous aurez envie de faire un bébé. Eh bien non, ça c'est une très mauvaise démarche médicale. Il n'y a pas de désir de grossesse. Eh bien justement, le médecin va en profiter avec la patiente pour prendre en charge ce syndrome des ovaires polykystiques, faire le diagnostic des maladies différentielles, et puis donner un traitement qui lui convient le mieux. Essayons de regarder un peu les désirs de notre patiente. Pourquoi vient-elle? Elle vient parce qu'elle a besoin d'une contraception. Et là, on se dit, est-ce que la contraception orale est contre-indiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques? En principe, s'il n'y a pas de contre-indication globale, comme chez toutes les femmes à la contraception œstroprogestative, il n'y a pas du tout de contre-indication à la contraception. S'il y a une contre-indication X ou Y pour un facteur hématologique ou autre, bien, on va lui donner également une contraception, soit par microprogestatif, soit par stérilet. On va lui proposer. Donc, il y a toujours une solution pour une contraception orale dans le syndrome des ovaires polykystiques. Et puis, la deuxième plainte, ça va être l'hyperandrogénie clinique. Alors là, il y a 2 tableaux très différents. Il y a l'hirsutisme sévère, qui est très invalidant. Et là, en fait, on va travailler main dans la main avec le dermatologue et les esthéticiennes, parce qu'il y aura autant un travail au laser d'épilation pour aller plus vite qu'un travail hormonal par l'acétate de cyprotérone, par exemple, et les œstrogènes. Bien entendu, il y a aussi les hirsutismes modérés qui gênent notre patiente, qui a souvent la peau grasse, quelques boutons. Dans ce cas-là, eh bien, on revient à la case contraception par œstroprogestatif, et puis c'est tout. Enfin, il y a nos jeunes patientes qui n'ont pas tous ces troubles-là, mais qui ont des troubles du cycle, qui sont modérés. Eh bien là, on va lui proposer soit une contraception orale par œstroprogestatif, soit un progestatif séquentiel si elle supporte pas les œstroprogestatifs. Donc vous voyez qu'il y a toujours une solution. Il y a pas d'interdiction de nombreux de ces médicaments. Et puis le syndrome métabolique, l'obésité, la résistance à l'insuline, etc. Là, on y reviendra, mais c'est souvent l'hygiène de vie d'abord, et puis la metformine aussi. Si vous voulez, on pourra en dire un petit mot. Ouais, tout à fait. Et tout à l'heure, vous parliez justement des pilules œstroprogestatives. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est? Parce que je pense qu'il y en a certaines qui doivent pas forcément connaître.
Oh, les pilules œstroprogestatives, c'est ce que on donne depuis une trentaine, quarantaine d'années. Hein. C'est une association d'œstrogène et de progestérone, puis avec des différents paliers d'œstrogène ou de progestérone, séquentiels ou pas, continus ou pas, etc. Enfin, voilà, toutes ces pilules-là sont. Il y a pas de pilule interdite, en tout cas, s'il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de pilule interdite du tout. Hein. Je voulais vous parler du deuxième cas. C'est-à-dire que la patiente, la deuxième demande, c'est la patiente qui vient parce qu'elle a un désir de grossesse. Tout à fait. Elle a un désir de grossesse. Dans ce cas-là, l'investissement du gynécologue va être un petit peu différent. D'abord, on va faire quelque chose de très important dans ce cas-là. On va vérifier tout l'appareil génital de la femme, mais également du compagnon. Parce que c'est bien joli de traiter une jeune femme qui a un syndrome des ovaires polykystiques, mais il se trouve que les hommes ont de plus en plus de problèmes et que si on néglige le problème masculin, on va tout faire reporter sur la patiente, sa culpabilité, le retard à la grossesse, etc. Et on sera passé à côté de l'élément essentiel qui sera l'anomalie du sperme. Donc, je pense que à partir du moment où une jeune femme atteinte d'un syndrome des ovaires polykystiques est dans un projet de grossesse, il faut que le compagnon soit là et qu'il milite aussi pour cette grossesse. Il faut qu'il l'encourage, qu'il soit derrière, mais aussi que lui, il est en première ligne et il donne son sperme pour qu'on l'analyse. Hein. C'est pas long, ça dure 5 minutes et le premier résultat est 30 minutes après. Hein. Alors, ce projet de grossesse, une fois qu'on a vérifié tout ça, en première intention, il y a quelque chose qui marche très bien depuis 40 ans, c'est le clomide, le citrate de clomifène, qui est un médicament vieux comme le monde et qui est un médicament ovulatoire. Et en général, on l'associe à la metformine, qui est un médicament qu'on va donner si, et seulement si, bien sûr, cette patiente présente des troubles de la tolérance au glucose, hein, ou carrément un diabète de type 2. Donc, c'est des patientes qu'on va traiter de façon très efficace par metformine, ou des patientes obèses avec un IMC au-dessus de 25. Donc, la metformine, c'est un antidiabétique hein, qui marche vachement bien au niveau du foie, du muscle, de l'intestin. C'est très efficace. Mais c'est tellement efficace et sûr que les patientes ont tendance à en demander comme ça, et il faut surtout pas le considérer comme un inducteur de l'ovulation. Il faut bien que les patientes se disent c'est pas avec ça que je vais ovuler, c'est pas non plus ça qui va me faire maigrir, et c'est pas non plus ça qui va me traiter mon problème des lipides. Donc c'est vraiment, on va le donner avec le clomide si on a, nous, une suspicion de tolérance aux glucides simplement, jusqu'au diabète. Ça, c'est le premier cas. Et puis ça marche pas. Ça marche pas, elle est intolérante au clomide, elle réagit pas. Eh bien, on va maintenant faire une induction de l'ovulation par des gonadotropines, c'est-à-dire des hormones hypophysaires, hein, tout simplement, par injection. Et évidemment, avec là une discussion sur on fait une insémination ou pas en intra-utérin. Ça dépend du sperme, ça dépend de la vigueur du sperme. Dans certaines écoles en France, on fait des drillings ovariens. Quand ça n'a pas marché par le clomide, qu'on n'a pas réussi à avoir d'ovulation, on va faire un drilling en deuxième intention. Parfois à la place de cette induction par gonadotrope, on peut faire un drilling. Alors je vous explique en 2 mots ce que c'est. On fait une célioscopie, c'est invasif. On fait une célioscopie, puis avec un petit pic, on va faire des trous dans l'ovaire pour libérer en fait les follicules pour qu'ils puissent ovuler plus correctement. Voilà, on transforme l'ovaire en passoire comme ça en faisant plein de trous dedans, et pour donner un peu, on transforme en éponge, ça va permettre aux follicules de s'infiltrer par là. Il y a des écoles qui font ça, c'est tout à fait légitime et ça marche pas mal. Puis évidemment,
évidemment, il y a des femmes qui sont résistantes à tout ça et on va passer cette fois-ci en fécondation in vitro. Voilà, avec parfois des micro-injections qui sont des techniques particulières. Ça, c'est vraiment pour les traitements. Vous voyez, il faut bien faire la démarche d'élimination de tous les diagnostics différentiels. On est sûr que c'est un syndrome des ovaires polykystiques. On va prendre en charge la patiente à tous les niveaux, donc des cycles, de l'hyperandrogénie, etc. On va faire le bilan biologique et ensuite, en fonction du désir ou pas de la grossesse, on va essayer d'être efficace. Alors, c'est là où on va parler un peu des approches non médicamenteuses. C'est Et ça, c'est là, si vous exactement. voulez, que je peux dire un mot sur la nutrition en Ouais, particulier tout à fait. et comment une patiente peut se prendre elle-même en main. Vous m'aviez demandé d'expliquer un peu le rôle de l'importance de l'hygiène de vie, de l'alimentation, de l'exercice. Je vous remercie parce que je pense que ça sous-tend complètement l'ensemble du traitement. Un médecin actuellement ne peut pas s'occuper du syndrome des ovaires polykystiques sans que la patiente, c'est un peu une médecine holistique, sans que la patiente se prenne elle-même en main après une discussion avec le médecin, éventuellement avec le psychologue, éventuellement avec un nutritionniste. Mais il faut que notre patiente se prenne conscience qu'il faut qu'elle aussi, elle se prenne en main et que c'est pas le médecin, la sage-femme, le radiologue ou le gynécologue qui va lui mettre les aliments dans l'assiette. C'est elle qui va choisir son propre. Elle va être quand même son propre docteur à ce niveau-là. Hein. Elle va choisir de soigner ou pas, quoi. C'est vrai que c'est pas Euh, forcément facile pour tout le monde, comment savoir, créer sa propre assiette, enfin une assiette saine. Donc c'est sûr que d'avoir un accompagnement sur ces sujets, c'est hyper important. Ah oui, c'est hyper important parce que d'abord c'est des jeunes patientes qui sont un peu désespérées par ce qui leur arrive, qui ont un peu lâché le sport, qui disent bah puisque de toute façon je veux pas, je bouffe n'importe quoi, etc. Donc il faut les aider énormément, il faut les écouter, il faut de toute façon, moi, je pense qu'un gynécologue qui accepte de prendre en charge un syndrome d'ovaires polykystiques doit aussi signer un contrat moral avec la patiente, c'est-à-dire que il doit pouvoir lui dire je vous envoie voir un nutritionniste, voilà son adresse, son numéro de téléphone, c'est quelqu'un qui connaît bien le problème, je vous envoie voir un prof de yoga parce que vous êtes un peu nerveuse, vous avez besoin de vous relaxer, vous avez besoin de faire de la respiration profonde, je vous envoie, etc. Il faut s'entourer d'une équipe paramédicale, l'ostéopathe, l'hypnotiseur, etc. Des gens qui savent travailler sur la relaxation. Alors les conseils nutritionnistes, ils sont simples. Ils sont simples. On va pas changer toute l'assiette. On va pas demander à la patiente de changer son régime alimentaire, sauf si évidemment elle mange des McDo tous les jours. Mais autrement non, on va pas lui demander un gros effort. On va juste lui expliquer quelque chose de très simple. En fait, il faut changer la façon dont l'organisme va recevoir le glucose, parce que c'est le glucose, le sucre qui est le plus visé là-dedans. Puis évidemment les lipides, mais là-dessus aussi on va travailler avec elle sur les lipides, mais surtout le glucose. Et il y a une façon simple de le changer, c'est juste de changer l'ordre des aliments. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est assez rigolo, c'est que si vous prenez des légumes en premier, c'est-à-dire les fibres en premier, des protéines et des lipides en deuxième plat, et ensuite en troisième des féculents ou des glucides, le pic de glycémie sera pas du tout le même. Pas du tout le même. Donc, la mise en route de l'insuline et par effet miroir, l'insulinorésistance va pas jouer. Donc, et le pic est tout à fait caractéristique. Vous passez à peu près de 100% de pic quand vous mangez comme d'habitude à 20% de pic de glycémie. Hein. C'est extrêmement significatif. Donc, commencez par les légumes. C'est juste un changement dans votre les légumes et les fibres. Puis ensuite, prenez un poisson, une viande, ce que vous voulez, maigre. Et puis ensuite, vous passez aux glucides. Et là, vous êtes protégé. Et l'activité sportive également. Donc il y a
des fois, nos jeunes patientes sont un peu rondelettes, elles ont abandonné le sport avec l'école, etc. Et il faut bien leur expliquer que on va pouvoir réduire la masse adipeuse et augmenter le rapport masse musculaire-masse adipeuse en faisant une pratique régulière du sport. Parce que ça accélère le métabolisme et surtout, on en a déjà parlé plusieurs fois, ça réduit l'insulino-résistance. Donc, faites du sport. Alors, le sport qui vous fait le plus plaisir, hein, la marche, tout simplement, 10 000 pas par jour, ou pas par jour, mais 4-5 fois dans la semaine, hein, du vélo, de la natation, ou alors si vous avez un tempérament plus punchy, aller en salle de fitness, etc., faire des cours collectifs. En tout cas, voilà, réduisez votre insulinorésistance, accélérez votre métabolisme, et vous serez mieux dans votre peau à ce niveau-là. Tout à fait. Et ce qui était important, dont on avait déjà discuté ensemble, c'est qu'il y a des séances de sport qui sont remboursées aussi. Oui, alors et merci de le rappeler parce que c'est très important. Il y a des coachs sportifs qui ont la licence maintenant qui est donnée pour justement certaines pathologies et en fait, ça leur permet sur prescription médicale de faire 10, 15, 20 séances de coaching, ce qui est quand même très agréable quand quelqu'un a abandonné le sport depuis des années, de reprendre confiance avec quelqu'un qui va le coach ou la coach est là pour lui redonner confiance en lui disant, voyez, tu progresses, tu vois, voilà, tu vas pas te peser tous les jours, sois pas obsédé, mais tu vois, regarde, t'as changé un peu de physionomie, il y a 3 semaines t'étais comme ça, là, tu es en train de te réapproprier ton corps, ta silhouette, ta féminité, et sans brutalité du tout, hein, et ça peut être très très sympa, très très Ouais, c'est de sympa l'accompagnement. Mmh. de reprendre comme ça avec quelqu'un qui donne confiance. Et pareil pour, tout à l'heure vous en parliez, mais tout ce qui va être, yoga, pilates, par exemple cohérence cardiaque, si on sent que la personne elle est un peu stressée, qu'elle a du mal à gérer son stress. Oui, absolument. C'est très important quand on est médecin, quand on reçoit cette patiente 1 fois, 2 fois, 3 fois, une fois pour l'examiner, une deuxième fois pour l'écho, par exemple, une troisième fois pour lire le bilan. C'est important de comprendre sa personnalité, de voir si elle est très stressée ou pas, parce que c'est vrai que l'hypnose ou l'ostéopathie ou le yoga va pouvoir initier chez cette patiente un contrôle du stress qui est très très important dans cette prise en charge holistique de la maladie du syndrome des ovaires polykystiques. Elle va se réapproprier son corps et du coup domestiquer ce syndrome avec notre aide évidemment, mais le principal sera fait par elle. Chouette. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que le stress joue aussi justement sur, les pics de glucose, donc ce qui est toujours un Bien plus. sûr, Mmh. bien sûr, ça va jouer sur les pics de glucose. Ça joue sur toutes les hormones. Ça joue sur la FSH, la LH. Les femmes stressées peuvent très bien avoir une hypophyse qui est un peu défaillante au niveau des cycles. Enfin, ça joue beaucoup. Ça joue Ouais. beaucoup. Et justement, tout à l'heure, on parlait aussi des soins de support comme, la kiné ou l'ostéo. Est-ce que justement ça joue aussi sur, les symptômes du SOPK? Alors les soins de support, non, ça va jouer sur le stress, ça va jouer sur sur le fait que nos patientes vont reprendre confiance en elles. Ça va jouer sur la détente, mais on il y a pas de publications qui ont montré que la kiné ou l'ostéopathie euh, ou l'hypnose pouvaient éventuellement régulariser le cycle. Moi, je suis persuadé, hein, mais c'est vraiment idiot ce que je vais vous dire mais c'est l'expérience du clinicien, mais je suis persuadé que une femme qui fait du yoga, qui fait quelques séances d'hypnose, ça dépend si elle est sensible ou pas à l'une ou de ces techniques, va beaucoup mieux gérer son cycle. Même de façon inconsciente. L'hypophyse qui est mise en jeu là-dedans est sous l'action de l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, c'est le cerveau. Et le cerveau, bah, c'est là-dessus qu'on va travailler en acupuncture, par exemple, également, en yoga. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les acupuncteurs très longtemps. Ils travaillent beaucoup sur l'hypophyse.
Alors, on travaille moins avec eux parce que c'est pas facile, ils sont pas remboursés pour la majorité des cas, ils sont pas remboursés par la Sécu. N'empêche que ils font un excellent travail sur l'hypophyse. C'est une merveille. Ce qui est important de dire, en fait, c'est que chaque femme essaye de tester et de voir ce qui fonctionne pour elle et de l'adapter au quotidien, pour que ce soit beaucoup plus simple pour elle. Oui, 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 c'est en fonction de sa sensibilité propre, Mmh. on va choisir, le sport, l'hypnose, le yoga, la respiration profonde, et cetera. On va trouver, ce qui en fait, ce qui est important, c'est de consacrer un tout petit peu de temps, et c'est pas facile, consacrer un tout petit peu de temps à soi dans la semaine et de façon régulière. Et on s'aperçoit que dans notre vie active, que ce soit pour un ovaire polycystique ou multifolliculaire, ou pour d'autres pathologies, c'est très difficile de trouver 4 fois une demi-heure. Il faut s'en aller de la maison, il faut aller dans un lieu particulier, il faut couper le téléphone, il faut prendre du temps pour soi. Pas toujours évident. Comment on suit un peu l'évolution du traitement et on adapte les stratégies? C'est justement à la patiente d'avoir des rendez-vous réguliers avec son professionnel de santé et voir comment les symptômes évoluent? Ouais, exactement, vous avez tout à fait raison. En fait, on va pas la quitter, cette patiente, mais on va pas non plus, la médicaliser. Une fois qu'on a initié, et le contrôle du stress et on a initié les traitements en fonction du désir ou non de grossesse, eh bien, on va la revoir régulièrement. Mais comme elle sera, en fait, je milite beaucoup pour une médecine holistique, hein, dans ce syndrome-là, qui est pas une maladie, c'est pas une maladie grave. Le syndrome de l'ovaire polycystique, à partir du moment où il est pris en charge, ben voilà, c'est comme ça, c'est factuel. Eh bien, en fait, c'est une équipe multidisciplinaire et vraiment, s'il y a des collègues qui m'écoutent, s'il y a des sages-femmes ou des kinés, des ostéopathes, eh bien, n'acceptez pas de travailler seul. Je pense que c'est une médecine en réseau et c'est la patiente qui est au centre de cette médecine-là. C'est-à-dire que voilà, on va se téléphoner, on va dire, tu as vu madame ou mademoiselle untel, tu as vu comment elle est en ce moment? Oui, elle est mieux. Je lui ai fait 3 séances de je sais pas quoi, de yoga et vraiment, elle a le sourire, elle va bien. Elle a un peu maigri, elle va changer son régime. Bon là, c'est des choses, on peut pas simplement dire à la dame, eh ben écoutez, revenez dans 2 ans, on verra comment vous êtes, si vous voulez un bébé ou pas. Non, il faut être vigilant, même sans la voir, hein. Il n'y a pas besoin de consultation pour ça. Au moins passer un coup de téléphone, c'est ça la médecine moderne. Un petit mail, et puis surtout travailler en réunion avec nos collègues paramédicaux, c'est-à-dire une fois de temps en temps dire voilà, on a 4-5 patientes à revoir ensemble, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous l'avez revu? Non, bah je vais lui passer un coup de téléphone, etc. On médicalise pas, mais on n'abandonne pas. C'est ma façon de travailler et surtout en particulier pour les jeunes filles. Les jeunes filles parce que il faut, comme je vous le disais au tout début, il faut pas surdiagnostiquer et c'est très simple de surdiagnostiquer chez une jeune fille parce que toutes les jeunes filles ont des cycles réguliers et des règles douloureuses. Hein, c'est pas parce qu'elles ont des cycles irréguliers qu'elles ont un SOPK, c'est pas parce qu'elles ont des règles douloureuses qu'elles ont de l'endométriose. Il faut chez ces jeunes filles-là ne pas surdiagnostiquer, c'est sûr. Il faut pas dire oh là là, j'ai peur que vous ayez ça. Et puis il faut veiller chez les jeunes filles qui sont souvent sur les tablettes, qui sont souvent à leur bureau à travailler, etc. Il faut vraiment que le mode de vie, c'est-à-dire la sédentarité, le surpoids, soit bien observé. Et on va essayer de faire changer ces habitudes-là à une jeune fille, ce qui est pas évident. Euh, mais voilà, on va travailler aussi avec un dermatologue parce qu'elles ont souvent des boutons, etc. Mais c'est le fait d'avoir de l'acné, la peau grasse, c'est pas lié à des ovaires polykystiques obligatoirement. Donc, Tout à voilà, fait. on va beaucoup relativiser à partir du moment où le bilan biologique est normal. Et puis surtout, on va chez les jeunes filles qui ont des syndromes d'ovaires polykystiques à minima, on va rien faire au départ. On va pas, si elle veut pas la pilule, si elle veut rien, on va réévaluer. On va Mmh. réévaluer 6 mois, 1 an après, à distance, par dosage, par échographie. Par exemple, à l'occasion, voilà, d'une visite qu'elle vient nous faire, heu, on va lui dire: «Bah, écoutez, on va réévaluer votre syndrome, s'il existe toujours ou pas, ou si vous avez un» mais on va pas d'emblée
surdiagnostiqués et surtraités. Ok, c'est très clair. Voilà. Et là, justement, pour un peu clôturer le podcast, je voulais savoir quel conseil justement vous aimeriez donner à une femme qui pense avoir un SOPK ou qui a un SOPK et qui est un peu justement qui ne sait pas encore comment se prendre en charge et qui est un peu perdue. Si elle est perdue, il faudra qu'elle s'adresse à l'association du syndrome SOPK France, parce que c'est pas les médecins qui vont lui répondre en lui donnant des adresses. Hein. Je pense que nous médecins, on va s'appuyer de plus en plus dans les 10 années qui viennent sur les associations qui deviennent de plus en plus fortes. Alors quand je dis forte, c'est pas au niveau du pouvoir, c'est au niveau de leur responsabilité et de la façon dont elles aident les patientes. Nous, on n'est pas capable, on n'a pas été capable de le faire en médecine. Ce que font les associations n'a pas été capable de le faire. Alors autant travailler avec les assos qui ont déjà l'expérience. Donc adressez-vous si vous êtes perdu, que vous n'avez pas confiance dans votre médecin, qu'il a l'air perdu, adressez-vous à l'asso qui va vous donner les coordonnées d'un réseau dans lequel vous pourrez en toute sécurité être traité s'il y a besoin. Ça c'est le premier conseil. Après, si vous avez un endocrino pas loin de chez vous, vous pouvez toujours y aller et demander une consultation. Mais je pense que le mieux, c'est encore le tissu social des associations qui est extrêmement fort et très rigoureux. C'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que parfois les patients n'osent pas contacter une association alors que il y a beaucoup de bénévoles qui sont prêts à répondre aux questions. Donc, mais bien sûr. Nous, on n'a pas le temps et les associations le font. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'ensemble des questions. C'était hyper clair. Merci, je vous en prie, puis je suis à votre disposition quand vous voulez. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.